Bonjour à tous et bienvenue sur notre antenne pour ce nouvel opus de Pleine Page. Vous savez que c'est l'habitude à TV Sraven de recevoir toujours un auteur, et si possible, un auteur de notre région des Pays de la Loire, de la Loire-Atlantique et de la Vendée. C'est le cas aujourd'hui avec Christian Gauvry. Merci d'être venu parmi nous, Christian Gauvry. Écrivain, je dirais même un peu écrivain voyageur, écrivain aventurier, qui vient de sortir son dernier livre. Il s'intitule « Mon neurone et moi ». Je vous le présente, ce beau livre. Voilà, « Mon neurone et moi » chez Maupassant. Et nous allons parler évidemment de ce dernier ouvrage, mais aussi, Christian Gauvry, de tous vos ouvrages, car vous n'êtes pas à votre coup d'essai, bien au contraire. Ma première question va être la suivante, ça va être sur le titre de votre ouvrage. « Mon neurone et moi ». Ça voudrait dire que vous n'avez qu'un seul neurone. Oui, oui. C'est pas beaucoup, non? Non, c'est effectivement pas beaucoup. En plus, je le soupçonne d'être un peu schizophrène. En plus de ça, alors Oui. un neurone qui se porte pas si bien que ça. Mais cela étant dit, c'est un recueil en fait de bons mots, de réflexions, de choses comme ça. Alors ça se promène, ce sont des histoires très courtes. Alors il y a des histoires qui sont très très sérieuses, comme celle sur le petit Georges là qui souffre du syndrome d'Asperger. Donc Asperger, oui. Et ça peut aller jusqu'à une histoire sur l'ascension du col de l'utérus par la face nord. Donc vous voyez, l'éventail est large. Oui, j'entrevois en tout cas l'éventail en question. Donc, du point de vue stylistique, ce sont des histoires courtes, Oui. Comme vous venez de nous l'indiquer. Mais alors, quand on lit cet ouvrage, Mon neurone et moi, encore une fois, on trouve un peu quelqu'un qui est globe-trotter, un peu philosophe, si, un petit peu. Enfin, Un peu en colère à aussi. votre manière, un peu en colère, un peu désabusé parfois, un peu humoriste. Chacun appréciera l'humour de Christian Gauvry, bien entendu, parce qu'il est multiface, cet humour. Et puis, un peu, excusez-moi, déjanté sur les bords. Mais alors, quel homme êtes-vous donc, Christian Gauvry? Moi, je suis un... Il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est mon professeur qui s'appelait Monsieur Frélon à la Proutière, à Châlons, qui m'a appelé un jour son cancre de compétition, ce qui traduit parfaitement qui je suis. En somme, vous étiez en classe à la tête des premiers des camps. Champion du monde de Vendée. On peut résumer Vendée. ça comme ça. Ouais. Bon, apparemment, vous en êtes très fier de cette distinction particulière. Et puis, moi, je voudrais un petit peu avec vous en savoir un peu plus sur l'homme, sur la personne, sur l'individu. Vous avez aussi beaucoup voyagé. Effectivement, moi, lorsque tout le monde me disait, voilà, toi tu feras jamais rien de ta vie, c'est pas la peine, j'ai raté mon BEPC, j'ai raté le CAP, on n'y est pas allé d'ailleurs, on était trop occupés à fêter l'oral du CAP pour aller à la théorie, à la pratique, à la théorie, et puis on l'a pas eu, donc... Et puis moi je voulais absolument voyager, et on m'a dit, bah non, il faut des diplômes, il faut ci, il faut ça, et j'ai dit, je vais partir faire un stage. Pour voyager, il faut être frigoriste. Et comme j'avais une base d'électromécanicien, je suis parti à Sigournay, à la société Boudot, qui m'a formé. Enfin, il y avait le centre d'études de Roger Millot de Saint-Laurent-sur-Sèvre qui proposait un stage de 8 mois. Et j'ai eu donc un petit papier. Et après, ça s'est enchaîné. Le premier contrat est assez folklorique parce que on était au festival folk rock de Carquefou, il y avait Little Bob Story sur scène, on était 3 jours avec les copains, les copines, les toiles de tente. Enfin. Ah, parce que vous aimiez le rock'n'roll, j'imagine. Oui. Et là, je trouve un François par terre, et ça, c'était le dimanche après-midi. Et je lis une annonce recherche responsable maintenance pour le projet SATEC, pour une société... de Belin Export qui était basé à Troyes et là j'ai donc lâché les copains, j'ai pris ma guitare, je suis parti à Gare au Nord, j'ai cherché un routier qui est susceptible de m'emmener à Troyes, c'était pas simple, de Nantes,
Et j'ai trouvé un gars qui m'a déposé à 200 mètres de l'entrée de ma Descharmilles où j'allais. Et puis voilà, et puis je suis arrivé là-bas et je lui ai dit, écoutez, moi je suis un jeune. Il me dit, il cherchait un agent de maîtrise, j'avais pas de diplôme d'agent de maîtrise, hein, et j'ai dit, écoutez, il me dit, bon, mais ça va pas le faire, mais j'ai dit, donnez-moi un peu de temps, là, je viens de passer toute une nuit dans le camion, et ça a démarré comme ça. Je lui ai expliqué un peu la difficulté pour moi, celle que j'avais à pouvoir grandir. Il fallait que des gens me fassent confiance pour pouvoir partir. Donc, et vous avez de la sorte visité et vécu dans beaucoup de pays, particulièrement au Moyen-Orient. Oui, j'ai vécu, oui, je suis parti en Libye, ça a enchaîné ensuite pour Fougerolles, Spilbatignolles, à l'aéroport de Bagdad. Je suis parti ensuite à Mossoul, le triste Mossoul. J'étais responsable maintenance de 5 bases vie sur toute la frontière syrienne, Sinjar, Faïda, Kirkouk, toutes ces villes-là qui sont des villes martyrs. Et vous êtes allé en Irak aussi, je crois savoir. Ouais. En Arabie Saoudite après, etc. L'Arabie Saoudite, oui. J'ai fait plus de 10 ans, 12 ans en Arabie Saoudite, ouais. Et alors, tous ces voyages, on a l'impression que ce ne sont pas eux qui ont inspiré votre penchant pour l'écriture. Si, un petit peu quand même, parce que c'est le manque. C'est le manque de la Vendée. Moi, je suis très un petit peu chauvin, il faut le dire. Hein, on a le droit d'être chauvin. Vous avez tous les droits, y compris celui d'être chauvin, ou de ne pas l'être d'ailleurs. Donc, beaucoup de voyages, 1000 métiers, j'allais pas dire 1000 misères, 1000 joies peut-être, non ? 1000 joies aussi, 1000 galères aussi. Il y a eu, c'est ce que retrace un petit peu le Neurone et moi, ça pique un peu, c'est le tome 1, il y a 2 tomes qui suivent. Et on va en reparler ensuite de vos projets. Alors, puisque vous revenez sur le Neurone et moi, donc histoire courte, on le disait au début de cette émission. Tenez, il y a une histoire courte là, par hasard, que je prends dans votre livre, le combat de nos riches bienfaiteurs. Ah oui. Et vous mettez le combat de nos riches bienfaiteurs, nos déséquilibres spirituels détruisent la nature. Explication. Alors, moi je parle d'Afflelou, je parle de toutes les grosses sociétés, je parle de tout ça qui... C'est ceux-là les bienfaiteurs. Nos riches bienfaiteurs, c'est ceux qui, au nom malheureusement, je pense, de l'argent et de leurs actionnaires, gouvernent le monde. Et c'est un petit coup de gueule. Bon, c'est un coup de canif dans tout ça, mais bon... Oui. Alors, j'en lis une autre ici pour nos téléspectateurs. D'hirondelle, c'est un bon chiffre pour le printemps. Oui, c'est un petit jeu de mots. Oui, c'est un jeu de mots. Mais alors, quand on lit votre livre, Christian Gauvry, on y trouve un petit peu d'accent de Pierre Loti, ça c'est à cause des voyages. Ensuite, on y trouve un peu d'accent de Pierre Desproges, ça c'est à cause du côté déjanté. Vous êtes d'accord qu'il y a un côté déjanté dans vos écrits? Oui, je le revendique. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et puis, il y a un côté un peu Francis Blanche, je trouve, sur vos réflexions humoristiques, où parfois, il y a de l'absurde un peu là-dedans. Oui, mais je le cite, Francis Blanche. Vous avez raison de le souligner, parce que je le cite dans un de mes bouquins. Alors, on a l'impression que c'est un petit peu le mélange des trois, c'est plutôt... Exactement. Il faut plutôt prendre ça comme un compliment. Vous me faites un gros bouquet de fleurs en me disant ça. Bon... Et puis, voyons maintenant l'écriture. L'écriture de vos livres. Là, on vient de parler de mon neurone à moi. Bon. Mais vous avez un petit peu embrassé tous les genres littéraires. C'est-à-dire, il y a de l'autobiographie. Par exemple, dans votre livre qui s'appelle « Bonjour papa, c'est moi ». Oui. Il y a de la poésie aussi. C'était un peu, pardonnez-moi, mais c'était un peu inattendu de la part d'un globe-trotter qui travaille de façon manuelle, ce n'est pas péjoratif, bien au contraire. Et c'est un petit peu inattendu de vous voir dans un livre de poèmes qui fait tout de même près de 300 pages.
Alors figurez-vous, non, c'est pas étonnant parce que moi ça m'étonne. Moi j'ai démarré l'écriture. J'ai pas démarré l'écriture par un livre au sens propre du terme, je veux dire. Oui, moi j'ai démarré à écrire des chansons parce que moi avec mes 5 petits accords de guitare, je voulais chanter. En plus, je chantais depuis. Ça attirait les filles d'ailleurs, c'était bien ça. Et je ne sais pas ça. Voilà, j'ai fait des chansons, je chante la Vendée, et j'ai écrit beaucoup de textes en vers. Souvent en vers et contre tout d'ailleurs, et que je pensais pouvoir mettre ou adapter en chanson, mais j'en ai écrit tellement que j'ai dit tiens, ça serait peut-être intéressant de voir ce que ça donne alors c'est pas un livre de poésie, c'est plus des textes poétiques parce que c'est écrit en vers, en 10 pieds, 8 pieds, 12 pieds, vous voyez. Mais les alexandrins sont les mieux, hein, je pense, pour un auteur comme alors justement, cet ouvrage, vous l'avez intitulé « La vie n'est pas un long poème tranquille », ça rappelle un peu le titre « La vie n'est pas un long fleuve tranquille ». Oui, c'est un petit clin d'œil là aussi. Un petit clin d'œil, bien entendu. Vous avez mis longtemps à écrire ce livre-là? Le premier texte qui s'appelle RR ou Révolution ratée, je l'ai écrit en 86. Et pourquoi Révolution ratée? Parce que faire la révolution. À vous tout seul. Oui. À cette époque-là, je n'avais pas encore l'ouverture, la porte bien ouverte, je veux dire, grande ouverte sur mes envies de vadrouille. Et oui, bien sûr que je voulais changer tout ça, mais bon, c'était de la révolution pacifique, on va dire, hein, c'était pas... Voilà, c'est ça. Donc, beaucoup d'ouvrages, ça fait tout de même un certain nombre ça fait 6 de recueils, c'est le 6e, mais ça n'est pas terminé, puisque vous êtes en train de préparer, je crois, 3 autres livres, dont un premier roman. Alors, cette fois, ça change tout à fait de genre. Et la poésie, on l'a dit, l'humour, on l'a dit, la chanson, on l'a dit, l'autobiographie, on l'a dit. Alors maintenant, c'est un roman. Qu'est-ce qui va se passer dans ce roman? Sans dévoiler, bien entendu. Alors, dans ce roman, c'est un roman d'abord qui se passe en Islande, ça on peut le dire. Oui. J'ai vécu 6 ans là-bas, j'ai un fils qui a 23 ans, donc j'arrive d'Islande, j'arrive de passer Noël avec lui. Et sa maman a vécu longtemps, et son père était pêcheur dans une petite ville qui s'appelle Neskopstadur, qui est dans l'est de l'Islande. Et en 95, je me suis retrouvé avec elle à faire le tour d'Islande pour visiter son pays, puisque je bougeais, j'avais vendu ma maison en France, et puis je suivais donc Guna, donc la maman de Victor Emil. Et on s'est retrouvés donc dans cette petite ville de Neskopstadur au moment où on a vu une chose assez incroyable, c'est un hélicoptère de l'armée américaine, un AU-60 Black Hawk, qui était en train de se poser sur le port, sur un ponton en plein milieu du port, entre 2 grands candélabres. Et j'ai halluciné, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? Il me dit, mais ça... Et il faisait beau, c'était le mois de juin, il faisait jour 24 heures sur 24, donc c'était très intéressant. Et on voit cet hélicoptère, là, je me suis renseigné un petit peu sur le poids, ça faisait 6 tonnes 200 quand même, qui se posait en plein milieu du port, sur un ponton en bois, des gros madriers de bois. Et ils venaient commémorer un sauvetage qu'ils avaient fait d'un bateau 2 ans auparavant. Donc, et à la demande c'était en 1993, et à la demande de la présidente, la seule et unique présidente d'Islande d'ailleurs, je pense que c'était la seule et unique présidente d'un pays dans toute l'Europe, c'était Madame Vigdis Finnbogadóttir qui était présidente. Oui, j'admire votre accent islandais. Jeg talar islandske på lite.
Et donc, oui, je viens juste de vous dire que je parle un tout petit peu islandais. C'était, voilà. Mais oui, et puis j'ai voulu raconter cette histoire. Bon, je la romance, je change le nom du bateau, je change le nom du commandant, du colonel, du capitaine et du singe, le gars qui descend accroché au filin sous l'hélicoptère avec des creux de vagues entre 10 et 15 mètres. Il faut aller les chercher, les gars. Donc je raconte tout ça. Très bien. Eh bien, écoutez, nous allons attendre. Vous avez déjà une idée du titre, non? Ça s'appelle Mayday, Mayday, Snake 2 en détresse. Voilà, c'est une sorte de code, j'allais dire, dans les milieux des... Alors, un hélicoptère, mais vous avez travaillé, je pense, aussi pour ce genre d'engin, non? Non, j'ai travaillé sur les turbines Oredon 4B, Oredon 4D, qui étaient installées sur le char, sur un char de combat pour la génération 48 volts, 24 volts, 12 volts. C'était une turbine qui était issue de chez Turbomeca. J'ai donc fait un stage de 6 mois à Buc, donc chez Thomson CSF Division Système Électronique, et j'ai fait un contrat de 2 ans effectivement sur la turbine, sur le test turbine. C'est encore une corde de plus à mon arc. Oui, je veux dire, une corde militaire. Enfin, voilà. Et puis alors, ça c'est donc un des futurs 3 livres que vous êtes en train de préparer et d'achever. Oui. Et puis une suite à Mon neurone et moi, qui sera le tome 2. Par conséquent, toujours dans le même esprit. Oui, toujours dans le même esprit. Toujours, peut-être un petit peu plus... là, j'attaque des choses comme je ne sais pas si vous savez ce que c'est les chemtrails. Pas du tout, non. Ce sont les traces que vous voyez dans le ciel. Ah, très bien, oui, d'accord. Qui sont persistantes. J'appelle ça des traces dans le ciel, pardonnez-moi. Ouais, ce sont des traces persistantes. Oui. Parce que, voilà, je parle de ça, bon, on va pas développer la chose, mais je parle de ça, et puis je pose un petit peu l'accent aussi sur quelques histoires, parce qu'il faut, je pense qu'on vit dans un monde maintenant où je pense que les gens sourient de moins en moins, les gens sont de moins en moins aptes à communier et à communiquer avec les autres. Nos portables, nos ordinateurs nous isolent encore plus, en plus de la télé, isolent les gens. Sauf la nôtre, bien entendu. Ah, bien sûr. Voilà. Et puis alors après, le 3e tome de Mon neurone et moi, ce qui fera le 3e et dernier tome de la saga, on va dire ça comme ça, de vos neurones, non, de votre neurone, parce que vous n'avez toujours qu'un neurone. Ah oui, comme au début. Puis il est très actif. En il est très actif, et puis il est surtout très perturbé chaque fois que j'aborde un sujet sérieux. Il part en courant, je le dis à un certain moment, il part se jeter sous le train, qui passe derrière, il veut aller se jeter sous le train. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de rail à côté de chez moi, donc et il est assez perturbé. Il est assez perturbé. Et alors vous dites justement à un moment donné, parce que dans tous ce neurone, on trouve tout de même un fond, j'allais dire, optimiste, qui ressort de vos réflexions, de vos histoires courtes. Par exemple, moi je vais reprendre une si vous voulez bien. Je vous en prie. Vous me dites, par exemple, à un moment donné, vous nous dites, Corentin, bon ça c'est un nom propre, un prénom masculin, et vous dites pour Corentin, un petit garçon, pas plus vite qu'à fond. Oui, alors j'ai pris un petit peu, j'ai pris un petit peu l'exemple de mon petit-fils qui ne s'appelle pas Corentin, qui s'appelle Mathéo, mais c'est lui qui m'a inspiré cette histoire parce que voilà, il y a des petits moments savoureux dans la vie d'un enfant et il faut les prendre sur le fait, comme par exemple lorsque sa maman lui dit le jambon sur le jambon blanc, il dit mais le jambon blanc comment c'est fait, sa maman lui dit il faut tuer un cochon pour faire du jambon blanc. Il dit alors je mange plus de jambon blanc. Et lorsqu'il s'est retrouvé chez nous, chez son papy et sa mamie,
ma femme lui sert du poulet et Mathéo pose la question, il dit mais c'est du poulet de cochon ça? Oui, oui. Donc les enfants, vous voyez D'accord, oui. donc j'essaye de développer ces choses-là, ces petites sensibilités qui sont malgré tout pures, à l'état pur, parce que les enfants nous parlent, mais c'est sans filtre, hein, il n'y a pas de... ils n'ont pas de méchanceté dans la parole, même si ça nous paraît, à nous qui avons toute cette réflexion derrière nous, assez hallucinant ce qu'ils nous disent, mais c'est pur. Voilà. Vous parlez des voisins aussi. Ah. Une petite réflexion intéressante sur les voisins, rapidement. Attendez que je retrouve ça. Vous êtes content parce que vous habitez près de vos voisins, c'est ça? Oui, oui. Non, mais ça c'est la blague, oui, la blague. C'est un constat optimiste. C'est pour un petit peu attiser les gens qui ouvrent le livre. Bah oui. Quand je dis j'ai une sacrée chance dans la vie, la preuve, je suis né le jour de mon anniversaire, j'habite juste à côté de chez mes voisins, en plus j'aime bien où j'habite parce que c'est tout près de chez moi, alors si ça c'est pas de la chance, hein, vous me direz voilà. ce que c'est. Ouais. Merci en tout cas Christian Gauvry d'avoir été notre invité. Je rappelle votre dernier ouvrage, mais il y en a 6, et puis 3 à venir, ce qui fera 9 et bientôt 10, il n'y a pas de problème. Mon neurone et moi, ça pique un peu, c'est le sous-titre. Et vous allez voir, ça pique, mais ça pique gentiment, et j'allais dire tout à fait joyeusement, aux éditions chez Maupassant. Merci de votre attention et rendez-vous le mois prochain. Merci.